sous le soleil, donc tout va bien. On va commencer à faire l'appel. Je vous sens un peu dissipé. C'est la neige, ouais. C'est comme les enfants et la neige. Non, mais on y va. Alors, Laurent Orquet, ça tombe bien, présent. Marielle Garonzi, François Lucena, Annie Vogt, Michel Ferré, Pascal Comte-Dumas, Jérôme Garcia, Martine Maréchal, Alain Magnel-Lambert, Alain Chatillon, Thierry Fred, présent aussi, Valérie Mogard, Patricia Ducenti, Ghislaine Delprat, Brigitte Berson-Breyer, Christelle Fèvre, Jean-Louis Clausel, Alain Sartori, Catherine Février, ah oui, je ne t'avais pas vu, pardon Catherine, Olivier Picard, Thierry Clavel, Frédéric Galigné, Uvaldo Polvoreda, Charlotte Toussaint, excusée, elle est retenue par une réunion de parents élèves, Marie Argence, présente, Caroline Combe, pas de procuration, absente, Rémi Deron, absent aussi, Robert Clairon, présent, Martine Friman, absente. Mais merci, on a le quorum. Premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de la séance du 17 février 2022. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Non. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'on approuve ce PV ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Deuxième point traditionnel, la désignation d'un secrétaire de séance. Alors, j'ai plus François, il s'est caché du coup. Alors, est-ce que, à part François, il y a d'autres volontaires ? Allez, Michel veut piquer la place à François. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que nous désignions Michel comme secrétaire de notre séance ? Parfait. Donc, à l'unanimité des votes exprimés, Michel pique la place de François et devient notre secrétaire de séance. Troisième point, qui est le retrait d'un point, du point 16 qui était à l'ordre du jour, qui concernait l'avenant à la convention d'instruction des autorisations d'urbanisme entre la commune et la communauté de communes, sur lequel nous avons quelques éléments de cette convention qu'il convient de retravailler. Nous avons vu ça avec les autres maires lors de la dernière séance conseil communautaire. Donc je vous propose de retirer ce point de l'ordre du jour et nous reviendrons quand nous aurons rédigé une convention qui aura fait l'accord de l'ensemble des maires, se poser un problème de délai pour être très précis. Michel, tu veux commenter dessus ? De ne pas l'approuver. Parfait. Donc, on va passer aux présentations de l'ordre du jour, et en particulier du compte administratif par Martine. Voilà, bonsoir à tout le monde. Nous allons en fait voir le compte de gestion qui est établi par monsieur le trésorier pour 2021. Nous verrons ensuite le compte administratif. Ces deux comptes sont à l'identique, mais nous devons procéder par deux votes. Et nous aurons aussi l'affectation des résultats. J'excuse donc monsieur Bruyère, trésorier des finances publiques, qui n'a pu venir ce soir. Voilà, nous démarrons. Donc, je vais vous donner quelques éléments et quelques synthèses des comptes qui seront à approuver. Vous avez reçu avec les convocations donc tous les éléments et des notes descriptives annexes. Voilà, donc je ne vais pas tout lire, bien entendu, mais n'hésitez pas en fin de présentation à poser des questions. Donc, vous avez devant vous les dépenses de fonctionnement et vous voyez qu'elles ont progressé de 2020 à 2021, passant de 9 100 000 euros à 9 764 000 euros, soit plus 7%. Deux points à relever. Dans les charges à caractère général, il y a essentiellement, sont arrivées dans les hausses, les nouvelles aides relatives à l'habitat concernant le centre-ville.
Les charges de personnel ont augmenté d'à peu près 5%. Il s'agissait des embauches dans plusieurs services et de l'évolution des carrières. Les recettes de fonctionnement, les recettes réelles, dans le même temps, ont progressé de 11 800 000 € en 2020 à 12 700 000 € en 2021, soit également plus 7,4%. On peut noter principalement la hausse des impôts et taxes qui est de 3,5%, soit 213 000 €. En 2020, l'encaissement d'un produit exceptionnel qui est lié à la fermeture du compte Sivom pour 314 000 € et les dotations perçues ont par contre continué de baisser de moins 4%. Dans ces tableaux, vous avez aussi des dépenses d'ordre qui n'ont pas d'incidence en trésorerie, mais qui correspondent aux dépréciations des bâtiments et matériels. Ces dépenses d'ordre sont ensuite affectées au budget d'investissement afin de financer les renouvellements. Pour les années 2020 et 2021, les dépenses d'ordre sont d'à peu près 700 000 € pour chaque année. En 2020, il y a une écriture complémentaire de 400 000 € qui porte donc ces dépenses à 1 100 000 €, car il y avait eu une sortie d'inventaire de la caserne des pompiers. Les recettes d'ordre, qui n'ont pas non plus d'incidence en trésorerie, sont des reprises étalées dans le temps des subventions et elles s'élèvent à peu près 100 000 € pour chaque année. Voilà, donc sur la base de ce que je viens de vous expliquer, on va regarder maintenant les résultats qui en découlent. Donc pour 2021, après l'addition des recettes réelles et d'ordre et la soustraction des dépenses réelles et d'ordre, nous arrivons à un résultat de fonctionnement pour cette année-là de 2 358 126 €. Nous y ajoutons les résultats des années précédentes que nous reportons, 4 634 914 € et nous avons un résultat de clôture pour 2021 de 6 993 040 € que nous allons affecter tout à l'heure. Et comme nous vous le proposons sur le tableau, nous proposons d'affecter en investissement une somme de 3 281 554 €. Le résultat après cette affectation, 3 711 486 €, on va vous proposer de le reporter sur le budget de 2022. Nous passons à la section investissement. En 2021, comme vous le voyez, en total, les dépenses d'équipement, nous avons à peu près investi 3 400 000 €. Je rappelle, on l'avait vu dans la présentation du débat d'orientation budgétaire, nous avons prévu 6 millions d'euros, mais les difficultés n'ont pas pu nous permettre de tout réaliser, uniquement donc 3,4 millions d'euros. Toutefois, nous reportons 1,7 million d'euros en plus engagés qui sera réalisé sur 2022. Et là, vous avez eu les détails dans la note descriptive des principaux investissements de 2021. Dans les dépenses d'investissement, nous avons aussi les remboursements du capital de la dette pour 975 000 €. Si nous regardons les recettes d'investissement, qui sont qui sont au total de 5 millions d'euros, nous y retrouvons l'affectation du résultat de 2020, voté l'année dernière, pour 2 296 000 €, mais majoré d'un résultat Sivom, d'où le fait que vous avez un total de 2 394 000 € venant de l'affectation des résultats de 2020. Les recettes, on peut citer les remboursements de TVA, à peu près 800 000 €, les subventions perçues en 2021, donc 638 000 €. À noter, juste un point qu'on va revoir tout à l'heure, que nous avons des subventions qui restent à recevoir également sur 2022 pour 784 000 €. Donc, report sur 2022, c'est les 1 700 000 € d'investissement en dépenses et report sur 2022, 784 000 € de subventions. Donc, nous avons un net à réaliser de 919 000 € que nous allons revoir dans les affectations. Voilà, donc nous pouvons, un point, les dépenses et recettes d'ordre que nous avons en investissement, c'est la reprise en fait à l'inverse de ce que nous avons eu en fonctionnement. Voilà, donc nous, exactement, puisque c'est les chiffres dont je vous ai parlé, nous passons au résultat du budget d'investissement du CA 2021.
Donc, sur la base des chiffres que je vous ai donnés en recettes et dépenses, nous avons un résultat de l'exercice de 477 351 €. Également, nous reportons les résultats antérieurs qui étaient déficitaires pour 2 839 083 €. Donc, nous avons un résultat de clôture en section d'investissement de 2 361 731 €. Voilà, donc la dette dont nous avions déjà parlé dans le débat d'orientation budgétaire, l'encours est de 4 332 000 € à fin 2021 et les annuités de cette dette vont décroître fortement à partir de 2023. Voilà, je vous ai présenté à ce stade les éléments principaux de 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Et on verra un peu plus tard 2022. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant de procéder à plusieurs votes? Non. Donc, nous allons commencer par voter le compte de gestion, qui est exécuté par le trésorier général. Là, monsieur le maire peut rester, ce qui ne sera pas le cas tout à l'heure. Voilà, donc le compte de gestion, comme je vous disais, qui correspond aux chiffres que je vous ai présentés. Donc, en section de fonctionnement que j'ai présenté en premier, nous avons un résultat de clôture de 6 993 040 €. En section d'investissement, un résultat de clôture négatif de 2 361 731 €. Et donc, le cumul nous fait un résultat cumulé de 4 631 309 €. Donc, je vais vous demander d'approuver ce compte de gestion tenu par monsieur le trésorier. Qui est pour? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des contre que je n'aurais pas vu? Enfin, je n'ai pas vu toutes les mains. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Nous allons maintenant approuver le compte administratif 2021 qui est présenté par monsieur le maire, à qui je dois demander de quitter la salle pour cette raison. Et nous devons nommer un président de séance le temps de cette absence. Je propose que nous nommions notre sénateur, monsieur Alain Chatillon, pour présider la séance à l'absence de monsieur le maire. Voilà, vous l'acceptez. Donc, nous allons revoir les mêmes chiffres, comme je vous ai dit, sont identiques au compte de gestion du trésorier. Le résultat de fonctionnement, 6 993 040 €. Le résultat en investissement, donc après le report de 2020, un négatif de 2 361 731 €. Et nous retrouvons le même chiffre que tout à l'heure, c'est-à-dire un résultat global de clôture cumulé de 4 631 309 €. Donc, la même question, qui approuve ce compte administratif? Voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'abstention ou de contre. On peut demander à monsieur le maire de revenir. Voilà. Alors, les comptes ayant été approuvés, notamment les comptes administratifs de la commune, à l'unanimité, nous pouvons passer au dernier vote pour ces comptes-là, qui est l'affectation du résultat. Nous reprenons le résultat donc en section de fonctionnement, 6 993 040 €. Nous allons déduire de ce résultat le résultat négatif de la section investissement, soit 2 361 731 €. On va déduire également les restes à réaliser dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit les dépenses et avec les subventions à recevoir de 2021 reportées sur 2022, qui est un besoin de 919 823 €. Lorsqu'on a déduit ces deux sommes pour l'investissement, il nous reste un montant de 3 711 486 € que je vous propose de reporter sur la section de fonctionnement pour 2022. Qui est pour cette affectation? Voilà, je pense qu'il y a l'unanimité. Voilà, donc nous passons au point suivant. Et le point suivant, on va commencer par le vote des taux. Donc c'est en fait avant ce slide-là. Concernant les taux, je reprends la fiche concernée, elle est là.
Voilà. Je rappelle que alors nous allons voter les taux de taxes foncières pour 2022. Ce sont les seuls taux que nous devons voter, étant donné que les taux sur les taxes d'habitation qui nous restent, c'est-à-dire résidences secondaires et logements vacants, sont bloqués jusqu'en 2023. Toutefois, je rappelle que la commune n'a pas augmenté ses taux depuis 2011 et que, également aujourd'hui, nous vous présentons des taux à l'identique des taux précédents. Alors que ce soit pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc nous vous présentons un taux de 44,05% identique à 2020. Et comme vous savez, ce taux depuis 2021 inclut la compensation des recettes non perçues de taxes d'habitation, d'où le fait qu'il a bougé en 2021, mais on en avait parlé. Et concernant les taxes foncières, un deuxième taux est proposé à l'identique sur les propriétés non bâties pour 92,17%. Voilà, donc qui est pour ce maintien des taux. Peut-être demander s'il y a des questions, des remarques avant de voter. Quand même, non, ça paraît clair. Donc une fois de plus, stabilité des taux, c'est important, surtout dans le contexte actuel d'inflation qui repart et de forte augmentation. Même si on voit que nos communes voisines peuvent augmenter, et certaines fortement, mais je pense qu'il est vraiment raisonnable et indispensable de ne pas toucher à ces taux, et de ne pas les augmenter. Des remarques, des questions? Non. Donc je vais vous proposer de voter ces taux. Qui est pour? Je pense que tout le monde... Voilà, donc nous pouvons maintenant voir le budget primitif pour 2022. Une remarque préalable, il a été établi sans tenir compte du projet de reprise de la voirie par les communes, voirie qui est une compétence actuelle de l'intercommunalité. Et cette reprise, qui a d'ailleurs été votée en conseil communautaire le 29 mars dernier, devrait se réaliser d'ici le milieu d'année 2022. Et si elle se réalise, mais ce que nous pensons, donnera lieu à des décisions modificatives du budget que je vais vous présenter. Voilà, donc concernant, alors juste un petit retour sur le produit fiscal des taxes ménages, nous avons vu les taux, et pour vous dire que ce produit fiscal passerait de 6 373 000 € en 2021 à 6 609 000 € en 2022. La hausse de 3,7% correspond à la hausse des bases qui a été décidée par l'État. Si nous allons dans le détail, là aussi en synthèse, les dépenses de fonctionnement pour 2022 seraient de l'ordre de 10 500 000 €, soit une hausse de 7%, 700 000 € à peu près par rapport à 2021, nous avions 9 700 000 €. Quelques points à signaler, dans les charges à caractère général, nous prévoyons des hausses importantes des fluides. Dans les charges de personnel, nous prévoyons une hausse de 6,3% qui est due aux embauches 2021 en année pleine, à de nouveaux renforts de plusieurs services et à l'évolution des carrières. Dans les autres charges de gestion courante, il y a la subvention au CCAS qui doit réintervenir en 2022 pour 200 000 € après 4 années d'absence de ce versement et cette absence est due à des recettes exceptionnelles perçues par le CCAS. Les recettes de fonctionnement 2022 augmenteraient de façon moins importante que les dépenses. Elles passeraient de 12 700 000 € à 12 600 000 €, c'est même une baisse de 1%. Sur les divers points, je redis qu'en 2021, il y a eu un produit exceptionnel de 314 000 €, bien sûr, qui ne se retrouve pas. Les impôts et taxes, comme on l'a dit tout à l'heure, progressent de un peu plus de 3%, soit de un peu plus de 300 000 €. Quant aux dotations globales, elles seraient en très légère hausse de 4%, mais de 66 000 €. Et comme en 2021, nous avons dans cette section des opérations d'ordre, toujours qui sont des dépréciations. Nous les budgétons à 800 000 € pour 2021. Et nous devons avoir très peu de recettes d'ordre, 4 000 € sont prévus. Voilà, donc nous en arrivons au résultat prévisionnel pour 2022.
Donc, après les éléments que je vous ai donnés, en résultat de fonctionnement pour 2022, nous devrions ressortir un résultat de 1 363 114 €, après les diverses évolutions que je vous ai indiquées. Donc, effectivement, en 2021, il y a eu à ce niveau-là 2 358 126 €, mais je vous ai indiqué les hausses des charges, le frein des recettes et une petite hausse des dépenses d'ordre. Donc 2022, résultat de fonctionnement 1 300 et quelques mille €. Nous reportons le résultat qu'on vient d'affecter de 3 711 486 €. Et le total de ces deux sommes, nous vous proposons de le virer à la section investissement par rapport aux dépenses que nous envisageons pour 5 74 600 000 €. Nous continuons avec la section d'investissement. Les dépenses prévisionnelles, vous voyez qu'on a un total de 8 millions d'euros qui seraient constituées de dépenses prévisionnelles d'équipement, études, travaux ou achats, pour 6 600 000 €, dont le détail, là également, vous avez été donné dans la note annexe à la convocation. Nous prévoyons des subventions pour 500 000 €, dont 250 000 € pour l'hôpital de Revel. Et dans ces dépenses viennent les remboursements du capital de la dette pour 837 000 €. Et comme on l'a indiqué tout à l'heure, à ce budget de 8 millions d'euros se rajouteront les dépenses restant à réaliser de 2021 de 1 700 000 €. Et nous reportons aussi le report déficitaire de 2021 de cette section pour 2 361 000 €. Concernant les recettes, nous avons un total de 5 400 000 € qui reprend l'affectation du résultat qu'on a voté tout à l'heure pour à peu près 3 300 000 €, des recettes qui viennent conforter les remboursements de TVA, 400 000 € en prévision, des subventions à percevoir, 350 000 €. Pour boucler le budget, on envisage un emprunt de 1 200 000 €, si les dépenses, bien entendu, que je vous ai indiquées sont réalisées. Dans ce budget de recettes, nous avons aussi des recettes d'ordre de 800 000 €, qui sont la reprise de ce qu'on a vu en dépenses dans la section de fonctionnement. Nous avons en recette ce qu'on vient de voir, le virement prévisionnel de la section de fonctionnement pour 5 074 000 €. Et nous reprenons là aussi le reste de subventions à recevoir de 2021, 784 000 €. Donc, le budget d'investissement, comme je vous l'ai indiqué, s'équilibre pour un montant de 12 070 340 € en dépenses et recettes. Donc, face à ces budgets, nous aurions un résultat d'investissement pour 2022, nous sommes pour 2022, il serait négatif de 2 millions, le résultat de l'exercice est négatif de 1 793 046 €. Nous y rajoutons les subventions à percevoir de 2021, les dépenses à réaliser de 2021, donc 784 000 € pour les recettes à recevoir, 1 704 000 € pour les dépenses. Nous, de ce fait, nous avons un résultat avec ces restes à réaliser négatifs de 2 712 869 € et nous complétons du résultat antérieur déficitaire de la section investissement pour 2 361 731 €. Et comme nous l'avons prévu tout à l'heure, si nous affectons un virement de la section de fonctionnement pour 5 074 000 €, cette section sera équilibrée à zéro. Voilà, donc nous vous présentons aussi l'épargne prévisionnelle, qui en fait est la reprise de ce que je vous ai indiqué, mais sans les dépenses et recettes d'ordre. Donc cette épargne prévisionnelle, donc c'est les mêmes chiffres que je vous ai indiqués, mais en trésorerie, elle ressortirait à 2 158 000 € avant le remboursement du capital de la dette. Et après déduction de ce capital qui est de 827 000 € à rembourser, nous aurions une épargne prévisionnelle nette de 1 332 000 €. Et nous allons voir tout de suite que cette épargne, bien sûr, est prévue d'être utilisée pour le financement des investissements.
Nous avons un budget, donc, avec les restes à réaliser, à financer de 8 877 000 euros. Donc, dans les recettes, l'épargne, on vient de la citer. Les recettes de TVA, 400 000 euros, on les avait citées. Et la taxe d'aménagement, 130 000 euros, donc va rentrer aussi. Les subventions, dont le reste à réaliser. Et l'emprunt dont on a parlé tout à l'heure, 1 200 000 euros pour équilibrer. Vous voyez qu'il y a une variation d'excédent de clôture. Ça veut dire que nous comptons utiliser l'excédent de clôture qui, à fin décembre 2021, est justement de 4 631 000 euros. Nous l'utiliserions pour boucler le budget d'investissement ambitieux, 8 800 000 euros au global de dépenses. Voilà, nous devrions l'utiliser avec l'apport d'un emprunt pour le terminer pour les investissements 2022. Voilà, donc c'est terminé. Voilà, merci beaucoup, Martine. Bien sûr. Bien sûr, des questions. Merci pour la synthèse des éléments. Enfin, moi, si je peux rajouter 2 mots avant de passer au vote, pour essayer de prendre un peu de perspective. Malgré des variations de base qui sont relativement importantes cette année de 3,4, mais je rappelle fixées par l'État, on voit que nos recettes décroissent d'1 million d'euros, dû principalement aux dotations de l'État qui ne viennent pas compenser ces éléments-là. Donc on est en quasi-stabilité de recettes. Par contre, de l'autre côté, les charges vont augmenter là aussi en grande masse d'1 million d'euros, donc une grande partie liée à des augmentations liées à l'inflation, en particulier quand on parle d'électricité. Enfin, tout le monde lit les journaux comme nous et subit, entre guillemets, les mêmes augmentations. Après, on a fait des choix volontaristes en termes de structuration des services que l'on a désormais en année pleine et qu'il faut assumer. Donc, tout ça veut dire que notre capacité d'autofinancement se réduit, mais elle reste positive et bien positive, ce qui nous permet d'avoir un programme ambitieux d'investissement. Or, reste à réaliser 6,6 millions. La balle est chez nous pour le faire, mais elle n'est pas que chez nous. C'est ça la vraie problématique. C'est-à-dire que on est tous en train au quotidien de transpirer pour essayer de faire avancer nos dossiers dans un contexte où globalement les dotations et les subventions se réduisent fortement, que ce soit État, région ou département. Donc je crois que notre véritable challenge, c'est de pousser le plus rapidement nos projets, parce que c'est des projets sur lesquels on est d'accord, on en a discuté, il faut les avancer. Et c'est sur ce budget-là, une fois de plus, 6,6 millions, quelque chose de très volontaire. Donc le challenge est là devant nous. Et on a les capacités de relever ce challenge en termes financiers. C'est à peu près ça la synthèse du budget. Et tout ça, je le redis, puisqu'on a commencé par ça, avec une stabilité des taux depuis plus de 10 ans désormais, ce qui nous permet d'être à peu près serein. Et une fois de plus, on ne fait pas une course à l'armement via les taux et pour pénaliser ceux qui nous succèdent ou qui nous succéderont. Est-ce que vous avez des questions, des besoins de précision sur les éléments qu'a montré et proposé Martine? Donc on peut passer au vote. Donc qui est pour ce budget? Eh bien merci de cette belle unanimité sur ce dossier important pour la vie de notre commune. Et merci spécial aux équipes qui ont préparé ça, qui est représentée ici par Patricia de Barros. Donc merci à vous, parce que ça paraît simple comme ça quand on expose, mais derrière il y a beaucoup de travail. Et merci à toi Martine pour la présentation synthétique. Je continue. Bien sûr. Oui, j'ai un dernier point à vous présenter dans ce cadre-là. Dans justement le poste autre charge de gestion courante, nous devons vous préciser les contributions aux organismes de regroupement auxquels appartient la commune. Donc, quelles sont ces contributions que nous proposons de verser en 2022 ? Donc, nous avons l'association foncière de remembrement à qui nous budgétons 300 € et l'école intercommunale de musique du Lauragais pour laquelle nous budgétons 30 355 €, soit un total de 30 655 € pour les deux organismes. Voilà, donc je pense que je dois faire voter. Oui, donc voilà, est-ce que vous pouvez faire voter? Est-ce qu'il y a des questions, premier? Est-ce que vous, qui est pour ces contributions des deux organismes? Merci.
Sachant que parfois on a peu de choix sur ces contributions dans des organismes. Point suivant, c'est là aussi point important et rendez-vous important dans notre année communale, c'est les attributions de subventions aux associations pour l'exercice à venir. Et c'est Marielle. Attends, tu veux le micro, Marielle? C'est Marielle. Oui, j'ai sauté, pardon. Je vais. Non, ça peut être mal perçu. J'ai omis un point et je me rattrape aux branches. Donc Michel, si tu veux bien prendre le point numéro 5, s'il te plaît. Alors, le point numéro 5, c'est l'actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE. Alors, par délibération en date du 10 juin 2010, la commune avait délibéré sur les modalités d'application de cette taxe locale de publicité extérieure. Donc, cette taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif, par le propriétaire ou à défaut par celui dans l'intérêt duquel il a été installé. Elle est obtenue en multipliant la superficie exploitée hors encadrement de support par un tarif maximum de base faisant l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction de la nature du support publicitaire et de sa superficie. Les tarifs maximaux de la base de la TLPE pour les dispositifs publicitaires fixes sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Donc pour 2023, le tarif maximum de base pour les communes de moins de 50 000 habitants a été fixé à 16,70 €. Un tarif de 16 € était appliqué sur le territoire de la commune de Revel depuis 2020. Bon, compte tenu des exonérations et réfactions fixées dans la délibération de base, les nouveaux tarifs de la TLPE 2023 seraient les suivants. Alors, il y a deux catégories. Il y a les enseignes. Suivant la superficie inférieure à 7 mètres carrés, il y a une exonération de plein droit. De 7 à 12, il y a une exonération décidée communale. De 12 à 50, le tarif est de 16,70 € multiplié par 2, soit 33,40 € le mètre carré, avec une réfaction pour les enseignes de la superficie et entre 12 et 20 mètres carrés. Et ensuite, supérieure à 50 mètres carrés, elle est de 66,80 € le mètre carré. Là, ce sont les enseignes. Donc, ce sont les enseignes scellées au sol sont taxables à partir du 1er mètre carré. Deuxième catégorie, c'est les dispositions publicitaires. Les dispositions publicitaires et préenseignes, support non numérique, suivant la superficie inférieure à 50 mètres carrés de 16,70 €, supérieure à 50 mètres carrés et de 33,40 € le mètre carré. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes avec support numérique, le tarif inférieur à 50 mètres carrés est de 50,10 € le mètre carré et supérieur à 50 mètres carrés est de 100,20 € le mètre carré. Voilà, vous avez des questions particulières sur ces éléments? Non. Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose d'approuver le tarif 2023 de la TLPE pour les enseignes, les dispositifs publicitaires et les préenseignes. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, mais merci. Merci à toi. Et donc maintenant, nous repassons la parole à Marielle qui entre-temps a récupéré le micro. Attribution de subventions aux associations pour l'exercice 2022. À la suite du vote du budget primitif et des dossiers déposés par les associations, il convient que le conseil municipal se prononce sur les subventions à attribuer à chaque association. L'attribution de subventions à des associations est soumise à plusieurs étapes. Des conditions d'éligibilité sur la base d'un document cadre réalisé par la commune listant l'ensemble des documents et justificatifs demandés. Il s'agit en particulier d'avoir des éléments sur le fonctionnement de l'association, ses activités et des informations financières. Le contrôle de l'objet de la subvention sollicitée par celui-ci doit avoir un intérêt communal. Les conditions d'attribution de l'aide qui sont examinées en commission municipale en fonction de leur domaine. Concernant les critères retenus, ils s'établissent notamment sur le nombre d'adhérents, le projet de l'association et son rayonnement au niveau local. Pour les associations sportives, un accent particulier a été mis sur l'existence d'une pratique pour les plus jeunes, la labellisation par la fédération d'affiliation lorsque cela a été mis en place, ainsi que l'existence de sections mixtes et l'engagement dans le programme Sport Santé.
Le tableau ci-dessous fait état de la répartition des subventions allouées à chaque association. Je vous propose d'approuver l'attribution des subventions aux associations pour un montant total de 406 445 000 €. Je vous fais grâce de la relecture de tous les tableaux. Je suppose que vous les avez parcourus. Ces dépenses sont inscrites à l'article 65 548 du budget principal de la commune. Qui est contre? On pourrait d'abord demander s'il y a des questions. Marielle, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je pars sur le principe que si quelqu'un a des questions, il lève la main et que nous y répondons. Alors, des remarques, des questions? Oui, moi j'ai une remarque, c'est hors avantage en nature attribué aux associations, oui. Ce qui est non négligeable en termes de montant et qui convient d'être précisé. Donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, merci à toi. Point suivant, convention d'objectifs et de moyens pour les associations recevant des subventions annuelles supérieures à 23 000 €. Donc, et c'est Martine qui présente ce point. Oui, voilà. Lorsque nous versons à des associations un montant supérieur à 23 000 €, nous devons établir une convention spécifique. Alors, ce montant de 23 000 €, en fait, comprend soit la subvention qu'on vient de voter à l'instant, mais on doit y rajouter les avantages en nature qui sont évalués par les services de la commune, de manière à vérifier pour quelles associations nous versons, avantages en nature compris, plus de 23 000 €. Voilà, c'est l'article 3 de la loi 2321 du 12 avril 2000. Donc, les associations que nous vous avons listées participent activement à l'animation à la vie sociale, économique et éducative de la commune. Elles bénéficient d'un retour d'un soutien important de la commune par le versement d'une subvention et la mise à disposition de locaux dans le cadre de leur activité. Voilà, donc il y a 5 ou 6 associations. Vous avez le tableau sous les yeux. Je ne vais pas le relire. Je vais donc juste dire que des conventions ont été établies avec chacune d'elles afin de fixer les objectifs et les moyens spécifiques de chaque partie. Est-ce qu'il y a des questions sur ces montants, comme je vous dis, qui reprennent la subvention qu'on vient de voter et les avantages en nature liés aux locaux mis à disposition? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Voilà, donc je vous demande d'approuver ces conventions qui dépassent la somme de 23 000 €. Qui est pour? Merci, je pense qu'il y avait tout le monde. Merci beaucoup Martine. Point suivant, c'est en e-vote pour la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'organisme de gestion des écoles catholiques de Revel, l'OGEC, pour 2022. L'article L 442-5 du Code de l'éducation stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019 a modifié l'article L 131-1 du Code de l'éducation en rendant l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. Depuis 2020, la commune doit prendre en compte le nombre d'élèves des classes maternelles et élémentaires pour le calcul de cette participation. Au cas d'espèce, 90 enfants de la commune sont scolarisés à la Providence. Je vous propose donc d'approuver la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'OGEC pour un montant de 95 264 € qui s'établit sur le coût moyen d'un élève fréquentant les écoles de la commune multiplié par le nombre d'élèves de la Providence domiciliés à Revel. Ces dépenses sont inscrites à l'article 65 748 du budget principal de la commune. Des questions? Oui, je préciserai juste pour la bonne forme qu'Olivier Picard, qui est trésorier de l'association, Tu t'abstiens. ne participera pas, c'est pas qu'il s'abstiendra, ne participera pas au vote, ainsi que Marielle, qui est salariée, ou qui travaille dans la partie, pardon, pas salariée, excusez-moi, madame le professeur, qui travaille pour qu'il n'y ait pas de confusion et pas de possibilité de la moindre soupçon
de conflit d'intérêts. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous Merci. remercie. Tant que tu as la parole, Annie, si tu veux bien me parler de la convention d'objectifs. Convention d'objectifs et de moyens avec l'organisme de gestion des écoles catholiques de Revel. L'alinéa 3 de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2020 prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil de 23 000 €, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Même si ce montant est défini de manière réglementaire par l'État, il a été précisé à la commune qu'une convention devait tout de même être conclue au cas d'espèce. Une convention a donc été établie avec l'OGEC et est tenue à votre disposition auprès de la direction générale. Je vous propose d'approuver la convention d'objectifs et de moyens avec l'OGEC, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci à vous. Toujours toi, Annie, sur les charges de fonctionnement des écoles publiques et le montant de la contribution des communes de résidence. Le Code de l'éducation a fixé le principe général de la répartition intercommunale des charges des écoles publiques accueillant des enfants des communes extérieures. Les communes de résidence des élèves sont, sous certaines conditions, tenues de participer aux frais de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. Les dépenses faisant l'objet de la répartition des charges rappelées par la circulaire du 27 août 2007 sont les dépenses d'entretien des locaux et du matériel scolaire, les dépenses de fonctionnement des locaux, l'entretien et le remplacement du matériel et du mobilier scolaire, la location et la maintenance du matériel informatique pédagogique, les fournitures scolaires, les contrôles techniques réglementaires, la rémunération des ASEM et des intervenants extérieurs chargés d'assister les enseignants, la quote-part des services généraux de l'administration communale, le coût du transport des élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires ainsi que le coût d'utilisation de ces équipements. Les activités périscolaires étant facultatives, ces dernières ne sont pas prises en compte. Le coût moyen d'un élève des écoles publiques maternelles et élémentaires pour la commune s'élève à 1 058 €. La participation demandée aux communes de résidence devant tenir compte du potentiel fiscal des communes, je vous propose de fixer pour l'année scolaire 2021-2022 le montant de cette contribution à 630 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Recrutement d'agents en contrat de projet, c'est Alain Mounien qui prend le point. Vous le savez certainement, notre manager du commerce de centre-ville a profité d'une opportunité de carrière, demandé sa mutation et donc a quitté la commune le 18 février dernier. Nous sommes donc interrogés sur son remplacement et en tout cas sur la couverture de ses missions. Or, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, le Code général de la fonction publique autorise les collectivités à recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville et du dispositif de volontariat territorial en administration, il apparaît donc judicieux de procéder au recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien notamment notre projet de création d'une pépinière artisanale pour laquelle la commune a déjà réalisé une partie des acquisitions foncières. Pour ce faire, il est donc proposé la création d'un emploi non permanent chargé de mission commerce et artisanat à temps complet, relevant de la catégorie B. Une petite précision, le VTA, le volontaire territorial en administration, c'est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans
d'un niveau Bac+2 et qui donc vient renforcer les compétences en ingénierie de projet de la collectivité. Cet emploi est donc créé pour une durée comprise entre 12 et 18 mois. La rémunération de l'agent sera calculée sur la base de la grille indiciaire du grade de rédacteur territorial. On vient donc, avec ce recrutement, renforcer le pôle Action Cœur de Ville de la commune. Donc, si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à recruter un agent en contrat de projet dans les conditions que je viens d'exposer, d'autoriser Monsieur le maire à signer les arrêtés à intervenir, d'approuver le tableau des effectifs non titulaires ainsi modifié, annexé à la présente délibération. Et je vous précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui est pour? Unanimité. Merci. Merci. Et c'est François. Donc, si on peut passer le micro à François pour nous parler de marché. Par délibération en date du 30 septembre 2021, le Conseil municipal a autorisé la constitution d'un groupement de commandes entre la communauté de communes Lauragais-Revel-Cerezois et la commune de Revel en vue de la réalisation de travaux de voirie relevant de leurs compétences respectives pour la période 2022-2024. Ce groupement de commandes a pour objet la passation d'un marché de travaux sous la forme d'un accord cadre alloti avec émission de bons de commande. La durée du marché sera d'un an reconductible 2 fois par période de 12 mois, soit une période totale de 3 ans. Le montant total maximum des bons de commande issus du groupement est de 5 millions d'euros hors taxes, répartis comme suit: 3,5 millions pour la communauté de communes, 1,5 million pour la commune de Revel. 2 lots ont été constitués pour les prestations suivantes. Lot numéro 1, il s'agit de lot commun pour la communauté de communes et la ville de Revel, en vue de la réalisation de travaux de réfection ou de renforcement de voirie, d'aménagement urbain et de travaux d'entretien de la voirie. Le périmètre d'intervention est celui de la commune de Revel, de la zone d'activité intercommunale de la Pomme et du site de l'aérodrome de la Montagne Noire. Il est passé sans indication de montant minimum et avec un montant maximum de 3 millions d'euros hors taxes. Chacune des collectivités pourra émettre des bons de commande pour ses besoins propres dans la limite de 1,5 million hors taxes pour la commune de Revel et 1,5 million hors taxes pour la communauté de communes. Le lot 2, il s'agit de travaux de réfection ou de renforcement de voirie, de travaux d'entretien sur des voiries existantes de la communauté de communes, à l'exception du lot numéro 1. Le périmètre concerne les communes des départements du Tarn, de l'Aude, de la Haute-Garonne, ainsi que les zones d'activité d'Eyrieux, à Blanc, de la Condamine à Sorèze et de la Prade à Saint-Félix-Lauragais. Il est passé sans indication de montant minimum et avec un montant maximum de 2 millions d'euros hors taxes. La procédure de mise en concurrence a été lancée le 7 janvier 2022 avec une date limite de réception des offres fixée au 4 février 2022, 12 heures. Ce marché est un accord cadre passé sur la base de prix unitaire. Pour le lot numéro 1 et les besoins de la commune de Revel, 3 offres ont été reçues. Après analyse, la commission d'attribution propose de retenir l'offre économiquement la meilleure, à savoir celle de la société Colas, 31 250 Revel, qui présentait un montant estimatif de 361 576,90 € hors taxes par an, soit 1 084 730,70 hors taxes sur la durée totale du marché. Concernant le lot numéro 2, la commission d'attribution propose de déclarer ce marché sans suite pour motif d'intérêt général en considérant le transfert de la compétence voirie aux communes à court terme. Je vous propose d'autoriser le président de la communauté de communes Lauragais-Revel-Cerezois à signer le marché relatif au lot numéro 1 pour la commune de Revel sur la base d'un montant maximum de 1,5 million hors taxes, à signer la déclaration sans suite de lot numéro 2. Y a-t-il des questions? Ou des remarques? Oui, une remarque. Je pense que sur le lot numéro 1, pour l'attribution à la société Colas, le chiffre qui a été annoncé, là, 1 084 730 total, c'est en fonction d'un devis estimatif comparatif. Ce n'est pas le montant du marché, puisqu'on est sur un marché à bon de commande. À 1,5 million. Voilà, 1,5 million. Donc il ne faut pas croire que pour 1,5 million de travaux,
ça va nous coûter qu'un million. Voilà. Ouais, c'est un comparatif entre les offres qui ont été fournies aux entreprises, par les entreprises. C'est-à-dire que le montant maximum du marché est 1,5 million. Et ce qu'on a quantifié, c'est 1 million 100, 1 million 84. Mais bien évidemment, on pourra aller jusqu'à 1,5 million dans le cadre de ce marché. Sachant que le marché est de 3 millions au total. Voilà, mais découpé en deux parties. Et sachant que, compte tenu, en fait, après, on verra ce qu'on fait pour la deuxième partie, qui est celui de la communauté de communes, pour 1,5 million. Et l'autre partie du marché, c'est celui-là qu'on clôt de façon définitive et sans suite. Parce qu'il faudra bien évidemment faire des travaux de voirie dès qu'on aura récupéré la compétence. Y a-t-il des remarques ou des questions là-dessus? Et merci de ta remarque, Michel. Non, donc on peut passer au vote. Bon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Donc Annie, tu vas nous parler des livraisons de repas. Par délibération en date du 26 septembre 2019, le Conseil municipal a autorisé la signature de l'accord cadre relatif à la préparation et à la livraison de repas en liaison froide destinés aux restaurants scolaires. Cet accord cadre, d'une durée d'1 an renouvelable 2 fois, a été conclu avec la société Sud Restauration Collectivité 81 090 à Saïs. Sur la durée totale du marché, l'engagement contractuel de la commune est de commander 120 000 repas minimum et 180 000 maximum. Ce marché prend fin le 30 septembre 2022. Afin d'être cohérent avec le jour de la rentrée scolaire 2022-2023, il est nécessaire de diminuer par voie d'avenant la durée de ce marché. Toutes les autres clauses du marché demeurent inchangées. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 à l'accord cadre avec la société Sud Restauration Collectivité. Qui est pour? Je vous remercie. Merci à tous. Point suivant, et c'est Michel, acquisition d'une emprise foncière auprès des consoeurs Puyot et Christophe Coste. Ça concerne l'élargissement du chemin de la Farguette. Pour assurer l'élargissement de ce chemin, en relation avec l'urbanisation du secteur, il est envisagé de créer un aménagement de voirie. L'emplacement réservé numéro 2 pour cet emplacement a été inscrit au PLU de la commune de Revel pour la réalisation de cette opération. À cet effet, l'acquisition d'une emprise foncière de 33 mètres carrés, d'une part appartenant à M. Puyot et d'autre part à M. Christophe Coste, représente 33 mètres carrés au total. Donc cette acquisition permettrait de réaliser cette opération, les propriétaires ayant donné leur accord. Ces cessions sont consenties à l'euro symbolique, donc je vous propose de procéder à l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées AR 135 et 133 d'une superficie de 29 mètres carrés appartenant au consort Puyot et de procéder à l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AR 134 d'une superficie de 4 mètres carrés appartenant à M. Coste. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes notariés à intervenir et tout document en relation avec cette opération et d'autoriser le cas échéant M. le maire à donner procuration à un collaborateur de l'office notarial qui réalisera l'acte. Tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en charge par la commune. Vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui est pour? Merci. Qui reprend les éléments pour nous parler un peu de fibre? Alors, convention de servitude d'ancrage en façade des points de branchement optique PBO au profit de Fibre 31. Le 25 mai 2018, Autogaronne Numérique a conclu une convention de service public d'une durée de 25 ans avec Fibre 31 pour le déploiement et l'exploitation du réseau de télécommunications électroniques à très haut débit. Afin de répondre à ses obligations de service public, Fibre 31 a saisi la commune pour l'installation d'un équipement en façade de l'immeuble cadastré AB 445 situé 11 rue Jean Moulin. Le projet de convention d'ancrage en façade sur l'immeuble a été établi avec Fibre 31 pour l'installation d'un point de branchement optique PBO. Il précise les
d'implantation des points d'ancrage en façade sur l'immeuble ainsi que les droits et obligations des deux parties. Cette convention est consentie à titre gratuit. Je vous propose d'approuver la convention de servitude d'ancrage en façade entre la commune de Revel et Fibre 31 concernant l'installation d'un point de branchement optique sur l'immeuble cadastré AB 445 situé 11 rue Jean Moulin, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention ainsi que les suivantes qui auraient le même objet pour des bâtiments ou ouvrages communaux. Les frais inhérents à cette opération seront pris en charge par Fibre 31. Y a-t-il des questions ou des remarques? La question, c'est ça ressemble à quoi, pour que tout le monde l'entende, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait entendu, François. Ça ressemble à quoi? Un tout petit boîtier que l'on voit pratiquement pas. On hésitait à te mettre un 3 sur 3 sur ta façade, donc... non, c'est un petit boîtier. D'autres remarques? Donc, je ne sais pas si on avait voté, du coup, avant le... Non, on n'avait pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous. Donc, le point numéro 16, on l'avait supprimé, hein, c'était ma remarque de début de conseil. Donc, on passe directement au point 17 sur le plan local d'urbanisme et le PADD. Donc, parole à Michel. Oui, merci. Donc, ce point-là, c'est un débat qu'on doit avoir dans la commune, débat qui a eu lieu au conseil communautaire, et chaque commune doit débattre. Donc, on ne vote pas sur ce débat, mais on ne vote pas sur ce point-là, mais par contre, vous pouvez quand même apporter des observations et les apporter, qui permettra d'apporter des éléments supplémentaires à ce PADD si c'était nécessaire. Voilà. Donc vous avez envoyé à chacun le PADD complet, mais j'ai juste fait un petit résumé de ce que c'était le PADD. On rentre dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal qui a été lancé depuis le 11 avril 2017, cette étude-là, avec plusieurs résumés, plusieurs étapes, plusieurs points particuliers. Ce que c'est un PLUI, c'est un document stratégique qui traduit le projet politique du territoire jusqu'en 2032. C'est un document unique qui concernera la totalité des communes de notre communauté de communes. On aura le même pour l'ensemble de notre communauté de communes. Il y a un document réglementaire qui définit les possibilités de construction d'usage du sol, où on peut construire et comment et où on ne peut pas. Et ensuite, ça s'applique à la totalité de la population, aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Alors, où en est-on actuellement? Les 4 étapes à faire, c'est le diagnostic, ça qui a été réalisé en 2019 et 2020. Il y a ensuite le projet. Actuellement, on est en train de travailler, disons, sur cette zone-là. Donc, il y a essentiellement le PADD que l'on va débattre actuellement. Il y a ensuite le règlement et le zonage. Donc, ce règlement sur lequel, on a déjà beaucoup travaillé, disons, globalement, et qu'on va présenter dans une prochaine étape. Et ensuite, il y a la validation avec les enquêtes publiques nécessaires avec la consultation de tous les propriétaires. Les objectifs de ce PLUI, il y a 4 points particuliers. Construire un projet de territoire partagé et adapté aux évolutions législatives, qui est important, puisque les évolutions législatives, vous savez qu'elles sont permanentes. Là, nos élus sont de ce côté-là, au Sénat et à l'Assemblée. On a droit chaque année, ou tous les 2 ans, à peu près. Il faut s'adapter au fur et à mesure. Et puis l'objectif, c'est que notre PLUI soit conforme, justement, soit vraiment à jour aujourd'hui de nos actualités, de ces lois, parce qu'aujourd'hui, les PLU qu'on a même à Revel, qui date de 2013, on n'est pas conforme à toute la législation qui a eu lieu entre 2013 et 2022. Après, c'est de valoriser le cadre de vie, en renforçant l'attractivité du territoire, de favoriser le développement économique et commercial, en soutenant les activités agricoles et de répondre aux évolutions de la population et des besoins qu'on a dans ce domaine-là. Les objectifs pour les 10 prochaines années, voilà, quel scénario il faut décliner. Donc ce PADD, voilà, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Comment on l'organiser? Il y a 2 axes majeurs. L'axe 1, c'est maintenir le cadre de vie qualitatif du territoire. Et l'axe 2, affirmer l'attractivité du territoire en s'appuyant sur ses atouts.
avec chaque fois des développements sur l'habitat, le cadre de vie, le paysage, et ensuite, dans la deuxième partie, les projets sur l'économie, l'agriculture, le tourisme, l'accessibilité, les mobilités, le développement numérique. Donc tous ces deux axes donnent un socle du projet d'aménagement et de développement durable. L'organisation qui se fait autour de ce projet, des objectifs chiffrés en matière de développement, en respectant les lois, notamment la dernière loi du 22 août 2021, qui nous demande, c'est la loi climat et résilience, qui nous demande une restriction de l'utilisation du sol par rapport aux 10 dernières années de 50%. Ce qu'on a utilisé entre 2011 et 2021 en surface, il faut diviser par 2 sur les 10 ans qui viennent. Et ensuite, plus de développement à partir de 2050. Ben, ça, c'est la loi actuelle, on en reparlera plus tard, après 2032. Donc, notre objectif global sur la communauté de communes, c'est accueillir 3500 habitants pour atteindre l'objectif de 25 000 habitants à l'horizon 2032. Voilà, c'est bien 3500 au total. C'est pas par an. Sur 10 ans, mais pas sur 10 ans. Je m'adresse à certains journalistes dans la salle. Tu veux mon regard. Voilà. Au sein de la communauté de communes, bon, là vous avez la carte de la communauté de communes, il y a quand même des différences entre les différentes communes. Bon, Revel est une commune pôle au niveau du SCOT, donc commune pôle, il y a certains droits et certaines obligations. Ça permet aussi d'avoir un développement différent des autres communes. Bon, je pense que c'est quand même logique. Voilà les chiffres, disons, globaux jusqu'en 2032. On aurait la possibilité de faire 1187 logements. Saint-Félix, 149, Sorèze, 288, et sur toutes les autres communes rurales, 653. Donc, ça permettrait de faire, disons, environ 2275 logements à l'horizon 2032. Si on continue, bon, ce projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette réduction, cette modération de la consommation foncière qui est très importante. Et tout ça, aujourd'hui, il faut le faire en s'appuyant sur les enveloppes urbaines existantes, justement afin de préserver toutes les terres agricoles. Et vous savez tous ou presque que actuellement, tous les 7 ans, il y avait un département français qui disparaissait de la zone agricole. Donc l'objectif, c'est justement de pallier à ce problème-là qui en est vraiment un. Mais après, c'est vrai que là, cette fois, c'est d'une manière assez restrictive. Donc l'axe 1 sur ce PADD, donc d'une part, je vous l'avais dit, maintenir le cadre de vie qualitatif du territoire avec 5 objectifs primordiaux. Vous avez le détail dans le PADD, vous pouvez lire le détail, alors je vous fais juste le résumé. L'objectif 1, développement urbain organisé, en préservant les spécificités communales. C'est l'important, c'est sur l'ensemble des communes, il faut préserver quand même ce qui existe. Il ne faut pas non plus que nous, Revellois, on donne l'impression qu'on récupère tout. Et surtout, bon, on sait que par rapport au nombre de logements, c'est relativement important pour Revel. C'est la moitié à peu près, c'est plus de la moitié même du développement de la communauté de communes. Bon, ça se justifie. L'objectif 2, un parc de logement attractif et adapté à la diversité des ménages du territoire. La diversité des ménages, c'est vrai qu'elle a évolué aussi, elle évolue de plus en plus en fonction justement de nombreux éléments que vous connaissez, et donc il faut s'adapter à ça. L'objectif 3, c'est revaloriser les centres-bourgs, facteurs d'attractivité territoriale. Centres-bourgs, donc c'est les centres-bourgs, Revel, Sorèze, Saint-Félix, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en préservant quand même les communes existantes. L'objectif 4, c'est le grand paysage comme valeur ajoutée, c'est de notre territoire du Lauragais, avec la montagne noire, avec les coteaux du Lauragais, la vallée du Sort, tout ça, il faut préserver, disons, l'ensemble de ce paysage. C'est évident pour nous, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et puis après, il faut savoir que tout ce qu'on fait en dehors des zones bâties, ça a une influence sur ce paysage. Et l'objectif 5, c'est préserver les ressources naturelles et écologiques. Le deuxième axe, pour affirmer l'attractivité du territoire en s'appuyant sur ses atouts, c'est le principal objectif à atteindre, c'est l'objectif 1, là il y en a 4, activité économique structurée autour d'une stratégie commune de savoir-faire et de qualité. Bon, activité économique, c'est important. Vous savez très bien que pour notre commune, enfin notre communauté de communes, c'est quand même très important pour le développement de l'emploi, pour la vie de notre communauté de communes.
L'objectif 2, c'est de développer l'attractivité du territoire en mobilisant une économie touristique porteuse. Le tourisme est un point important, c'est de l'économie, mais là, l'objectif, c'est quand même d'avoir un point particulier sur le tourisme, qui est quand même un des atouts de notre territoire, notamment à cause de Saint-Ferréol et de tout ce qu'il y a autour et de tout ce qu'il y a sur la communauté de communes. L'objectif 3, c'est tendre vers une autonomie énergétique du territoire. C'est un objectif. C'est compliqué d'y arriver, puisque pour y arriver, il faut arriver à produire de l'énergie à partir des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou de la méthanisation notamment. Et sur les éoliennes, il faut reconnaître qu'actuellement, ça devient compliqué. Parce que, bon, notamment à France, par exemple, dans notre communauté de communes, où il y a un projet d'éoliennes, où c'est qu'il y en a déjà quand même pas mal, il y avait un projet de 6 éoliennes qui sont visibles pas plus que les autres. Et il y a eu un refus du préfet, disons, sur ce projet-là, notamment avec des raisons, disons, environnementales, et notamment en raison aussi de la présence du canal du Midi, de la rigole du Midi, et de l'influence du canal du Midi sur ce périmètre-là. Donc je veux dire, il y a des conséquences sur les classements, disons UNESCO par exemple, du canal du Midi et de la rigole, qui se font déjà sentir, alors que bon, à France, je ne sais pas si on voit beaucoup les éoliennes à partir de Saint-Ferréol. Hein. Ah, pardon, et ensuite, vous voyez, là, elle est allée un peu trop vite. Hein? Bon, je vais aller plus vite. Alors, moi aussi, bon. L'objectif 4, pérenniser l'agriculture en lui offrant de nouvelles perspectives. Et l'objectif 5, c'est connecter le territoire par les offres de transport diversifiées et par un accès au numérique de qualité. Voilà, je ne le complète pas, puisqu'il fallait plus vite. Voilà. Les prochaines étapes du PLUI, donc, non, c'est pas fini. C'est le règlement et le zonage. Et donc là, comme je vous ai dit, je vous rappelle qu'il y a une réunion publique à Revel sur le règlement, qui va être présenté le lundi 2 mai à 18h30 à la salle Lougaro. Donc vous êtes tous invités pour y participer. Et on parlera de règlement. On ne parlera pas de zonage pur, c'est l'étape suivante. Voilà. Et après, donc, après on validera, mais si on passe à l'étape suivante, à la page suivante, donc le lundi 2 mai, j'en ai parlé. L'objectif, c'est d'arrêter le PLUI au mois de juin, c'est-à-dire d'arrêter un règlement, le zonage, c'est la communauté de communes qui va le faire, et ensuite avec tous les dossiers nécessaires à l'instruction du PLUI. Et d'ici là, on a pas mal de réunions avec les services de l'État et tous les services pour arriver à le bloquer de façon qu'on n'ait pas non plus après de blocage de la part de l'administration, qui a quand même un poids important. L'enquête publique, elle aura lieu normalement à partir de mi-septembre, octobre 2022. Et l'approbation du PLUI, l'objectif, c'est que début 2023, on l'approuve et qu'après, on puisse respirer sur ce domaine-là. Vous avez des questions? Alors, sur ce débat, justement, vous avez le droit de donner des avis, de préciser des points particuliers, si vous en avez. On peut y répondre. On peut préciser qu'on a eu une réunion publique pour présenter ce PADD il y a une dizaine de jours, c'est ça? Un début de jour, mais vous avez les documents. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur ces éléments, des choses qui vous choquent, qui vous surprennent? On en a beaucoup parlé depuis 3-4 ans. On en parlera beaucoup jusqu'à la fin de l'année. Mais... Voilà, bon, écoutez, donc, merci. S'il n'y a pas d'observation particulière. Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de vote, de toute façon. Il n'y a pas de vote, c'était une présentation. C'est une information. Donc, pendant que tu fais tourner les éléments assignés, Michel, je vais vous donner lecture conformément à l'article L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales des délégations. Suite à ces éléments-là, j'ai reçu, après délibération, prise en conseil municipal, des délégations de votre part dans plusieurs domaines. Donc je vous informe que j'ai signé une demande de subvention de 37 350 € auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne pour des travaux d'urbanisation sur la commune, en particulier l'aménagement d'un plateau surélevé entre l'avenue Roquefort et le boulevard Carnot. C'est toujours pour sécuriser l'accès jusqu'à notre collège-lycée, et l'aménagement d'un giratoire au niveau de la Poste à l'intersection du boulevard d'Enfer Rochereau et avenue du Coude.
J'ai aussi signé des demandes de subvention pour des travaux d'aménagement d'une voie verte sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée qui est désormais désaffectée. Des demandes pour 453 320 € auprès de l'État au titre de France Relance dans le cadre du plan vélo et mobilité, 169 995 auprès de la région Occitanie et 50 000 € auprès du département de la Haute-Garonne. Que j'ai signé un bail de sous-location d'une durée d'1 an entre la commune et le docteur Isabelle Dignac-Martinel, dermatologue, pour la location d'un bureau dans notre centre municipal de santé à compter du 1er mars. Le loyer est fixé à 50 €. Que nous avons déposé plainte pour le vol de panneaux de signalisation routière au Moulin du Roi. Que j'ai signé des avenants sur des marchés publics ou des avenants aux marchés publics selon la procédure adaptée sur 2 dossiers. Le travaux de réalisation et de mise en service d'un système d'arrosage intégré sur les terrains de football et de rugby pour un montant de 67 491 €. Et pour les travaux d'éclairage des allées Charles de Gaulle, enfin nous y arrivons, pour 180 373 €. Et j'ai aussi signé l'attribution de concessions funéraires, et je vous épargnerai la liste des 5 aussi, des 5 pour être précis, concessions que nous avons signées par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions, puisque nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour? Des remarques? Donc merci de signer les documents qui sont en train de tourner, qui sont relatifs au budget avant de partir. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À très bientôt.